Parmi les mangaka qui ont marqué l'histoire avec leurs œuvres, il y a Hiro Mashima. Connu pour ses univers fantastiques, pleins de personnages hauts en couleur et de pouvoirs plus intrigants les uns que les autres, Mashima a aussi beaucoup fait parler grâce à un chara-design bien à lui, parfois très suggestif mais qui apporte une véritable identité à ses protagonistes. À seulement 46 ans, il est à l'origine de plusieurs séries à succès, comme Rave Master, Fairy Tail ou encore Eden Zero. Mais au-delà du manga, Mashima s'exporte également dans le jeu vidéo ainsi que la réalisation. Il a fait vibrer toute une génération de fans et continuera sûrement à nous livrer des univers encore plus fous avec Dead Rock ou Gates of Nightmare sorti récemment chez Pika ou encore la suite des aventures de Natsu et Lucy avec Fairy Tail, la quête des 100 ans. C'est un monde qui me passionne depuis que je suis toute petite et aujourd'hui je vous y emmène. Bienvenue donc dans le Mashimaverse. Hiro Mashima a débuté sa carrière artistique avec des vieux mangas mis au rebut que son grand-père lui apportait pour qu'il puisse s'exercer. En gros, il les reprenait et reproduisait exactement ce qu'il voyait dedans, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ses compétences se sont améliorées. Il a une véritable passion pour le dessin depuis qu'il est tout jeune. Un des premiers personnages qu'il a dessiné est Plou, qu'on verra plus tard dans Rave et Fairy Tail ou encore Eden Zero, un personnage qu'il affectionne beaucoup et qu'il associe à ses débuts dans le milieu. Mashima a toujours voulu être un artiste, du plus loin qu'il s'en rappelle. Même si son grand-père ne lui avait jamais apporté ses mangas pour qu'il puisse s'exercer et améliorer ses compétences, lui, il le savait depuis le début, il voulait devenir dessinateur. Et comme vous et moi, Hiro Mashima pensait sûrement qu'il fallait absolument faire une école d'art pour devenir mangaka, pour pouvoir être professionnel dans ce milieu. Mais comme dans tous les milieux, la solution du parcours scolaire n'est pas forcément la plus adaptée à tout le monde. Alors, il décide quand même de se lancer dans un cursus qui l'aidera à se professionnaliser dans la BD japonaise, mais force est de constater que ce n'est absolument pas pour lui, alors il décide de claquer la porte et de partir apprendre tout seul de son côté. Hiro Mashima a 21 ans et il a bien en tête son rêve de devenir mangaka et il arrivera à commencer à concrétiser ce rêve en 1998 lorsqu'il envoie un de ses tout premiers one-shots amateurs à une maison d'édition qu'il accepte. Ainsi, il n'est donc jamais passé par la case être l'assistant d'un autre mangaka, comme a voulu nous le faire croire cette rumeur qui disait qu'il avait été l'assistant de Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, puisque souvenez-vous, au début des deux mangas, beaucoup disaient que le style était ressemblable, que certains personnages se ressemblaient un peu trop et que c'était du plagiat. C'est faux. Voilà, ni l'un ni l'autre n'ont été assistants de ni l'un ni l'autre. Avant de devenir mangaka, Hiro Mashima il travaillait dans un game center et il dessinait du coup en autodidacte, il continuait d'apprendre de lui-même. Sauf que un jour, il est renvoyé de ce travail. Pourquoi ? Parce qu'il est pris en flagrant délit par les caméras de surveillance en train de flâner au travail. Et c'est à ce moment-là qu'il décide donc de participer à la 60e édition du concours de nouveaux talents, jeunes talents, du Weekly Shonen Magazine, avec le titre Magician. Sans surprise, il remporte le concours et reçut ainsi 700 000 yens, ce qui est l'équivalent de 5 280 € à peu près, ce qui pour un jeune mangaka, en tout cas un mangaka qui cherche à se professionnaliser, est énorme. Même s'il explique que il a quand même passé la majorité du temps à dépenser ses économies, futilement. Magician est d'ailleurs un one-shot qu'on peut retrouver, qu'on peut lire même en France dans Mashima N, qui regroupe plusieurs de ses premiers travaux. Transition donc toute trouvée pour commencer à parler de ses premières œuvres. Mashima, c'est un produit de son temps. Comme beaucoup de gens de sa génération, il se passionne pour Dragon Ball. Il explique lors d'un Comic-Con à San Diego que une de ses grandes inspirations est évidemment Dragon Ball et qu'il admire énormément Akira Toriyama, mais pas seulement, puisqu'il cite également Yude Tamago, l'auteur de Muscleman. Et là, je comprends mieux certains personnages de Fairy Tail. Surtout au niveau du style graphique, on sait que les personnages masculins sont très bien gaulés, ont beaucoup de muscles, et je comprends un petit peu l'idée derrière, je pense que ça vient de là. Il explique notamment qu'il aime que les personnages principaux aient des ennuis, mais qu'ils parviennent toujours à gagner, et souligne aussi les scènes de combat féroces. Évidemment, Mashima a été biberonné au shonen, à la baston, à la castagne, à Dragon Ball, donc c'est normal qu'il veuille faire des scènes épiques, des combats magistrales, bref, il adore ça. Aujourd'hui, et depuis longtemps, Hiro Mashima est connu comme étant un bosseur. Il travaille énormément sur plein de projets différents, parfois en même temps, et lorsqu'il décrit son emploi du temps, on comprend mieux un petit peu l'organisation derrière. Je vais vous expliquer comment je passe une semaine. Donc ma semaine commence par le dimanche, qui est le jour que je réserve à mes storyboards, c'est-à-dire à mes nems,
ce qui me sert de base pour la suite. Le lundi, je fais une réunion éditoriale avec mon éditeur sur la base des storyboards que j'ai préparés la veille. Et donc c'est le lundi en général que je termine complètement après la consultation avec mon éditeur le storyboard. そして火曜日は下書きをします。 Le mardi, j'attaque le crayonné. 水曜から、金曜で、原稿を仕上げます。 Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, c'est l'ancrage de mes crayonnés. 土曜日は、それ以外の仕事を、しています。 Et il reste le samedi, le samedi, je fais le travail qui reste. それ以外の仕事がなければ土曜は休みなんですけど、ここしばらくそんな日はありません。Je consacre le samedi aux autres travaux. Quand j'ai pas d'autres travaux, c'est mon jour de repos. Bon, il se trouve que ça fait très très longtemps que j'ai pas pris un jour de repos. Mais bien sûr, il ne travaille pas tout seul, évidemment, il a des assistants. アシスタントが入るのは、水曜から金曜土曜の3日から4日ですね。 En fait, mes assistants, eux, ils arrivent à partir du mercredi. C'est-à-dire à partir du moment où on fait l'ancrage, 3 jours, parfois 4, selon la charge de travail. Et vous en avez combien et qu'est-ce qu'ils font? 現在は Donc pour l'instant, j'ai 4 assistants. Il y en a 2 qui sont chargés des arrière-plans et 2 qui sont chargés des finitions. 仕上げのスタッフが、2人ですね。 Et il faut savoir que dans les moments les plus chargés de la publication de Fairy Tail, notamment au moment des climax, au moment où il y a beaucoup de décors, de combats, etc., et ben son équipe pouvait aller jusqu'à 6 assistants, donc 7 avec lui, ce qui est quand même assez énorme, même pour un seul shonen. Et ce qui est important lorsqu'on travaille avec d'autres personnes, c'est évidemment d'avoir de bonnes relations. Et il faut savoir qu'en plus d'avoir de bonnes relations avec ses assistants, il a aussi une très bonne relation avec son éditeur. そうですね。僕の場合も、担当と一緒に作品を作ってますし、その後もアシスタントと呼ばれるスタッフと一緒に作画をしたりしているので、決して一人ではやってません。 Et c'est à souligner parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, on est dans une industrie du manga qui est extrêmement rapide, tout va très vite, les auteurs ont beaucoup la pression, que ce soit en termes de deadline, de temps, etc. et de satisfaction des lecteurs. Il y a aussi ce classement du Shonen Jump qui fait que tu peux très vite te faire évincer, te faire donner ta place à quelqu'un d'autre. Et avoir une telle relation avec son éditeur, c'est vachement bénéfique à la fois pour l'auteur, à la fois pour les fans et à la fois pour la série en elle-même en fait. Mais bon, on va pas se mentir, Mashima, il est carrément pas à plaindre. Le mec a des bureaux énormes. Vraiment, il a un espace de travail qui est impressionnant. Il faut savoir que lui, il a son propre bureau qui est déjà très grand et chacun de ses assistants a également un bureau à lui. En plus de ça, il y a une pièce dédiée en fait à chill, tu vois, tout simplement. Donc il y a un canapé, une grande télé, une console de jeu et comme ça, ils peuvent se mettre devant la télé, mater un truc ou jouer à un jeu vidéo. Et vous le verrez, Mashima c'est un très grand fan de jeux vidéo, donc ça fait totalement sens, mais c'est aussi pour vous dire qu'il a de très bonnes conditions de travail. Cet auteur, c'est un bon vivant. De tous les retours que j'ai pu avoir de lui, notamment en convention, c'est un personnage absolument adorable. Même le directeur éditorial de Pika en parlait dans le dernier live spécial Mashima en fait, où il disait que c'est quelqu'un de plein d'énergie, de très spontané, quelqu'un qui a vraiment une énergie à revendre qui est impressionnante à la fois pour ses fans, pour lui-même, pour sa série, et qui parfois accepte des choses que potentiellement d'autres auteurs n'auraient pas acceptées. On en parlera un petit peu plus tard. Et vous l'aurez compris, en toute logique, c'est un auteur qui est extrêmement proche de son lectorat. Parfois même un peu trop, dans le sens où ça ne plaira pas à tout le monde, mais il y a certaines décisions, certains plots, certains éléments un peu scénaristiques qui vont être un peu influencés par son lectorat, notamment par le courrier des fans qu'il reçoit, qu'il peut lire, des retours qu'il peut voir sur internet, etc. C'est quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux et donc il est constamment face à son public. Et forcément, ça va l'influencer à certains moments. Rave est donc sa première œuvre longue, majeure, mais comme beaucoup d'auteurs, Mashima a avant tout commencé dans les histoires courtes et les one-shots, notamment Magician, dont on parlait tout à l'heure, mais également Bad Boys Song. Et il y a une anecdote absolument géniale derrière ce titre. Mashima lui-même blague sur quelle est sa véritable première œuvre. Alors en réalité, il a bien écrit Magician en premier, mais Bad Boys Song a été en fait le premier titre édité de l'auteur. Donc il a vu sa publication dans un magazine, c'est Bad Boys Song qui a été le premier pour Mashima. Voilà pourquoi il y a ce côté, il sait pas très bien quelle est sa première véritable œuvre, d'une certaine manière. Ici, l'auteur s'inspire directement de son propre vécu, puisqu'il faisait partie d'un groupe de musique appelé Night Meeting, dont il était le guitariste. Le mec a vraiment eu plusieurs casquettes avant d'être mangaka, et maintenant qu'il est mangaka, il a également plusieurs casquettes, puisqu'on va le voir plus tard, il est sur YouTube, il est sur Twitter, le mec c'est une sorte d'influenceur, il donne des cours, enfin... Vraiment, c'est un boss.
c'est un boss. Et pour en revenir à Bad Boy Song, c'est probablement sa seule histoire, alors c'est une 60aine de pages, c'est assez court, c'est un one-shot, mais qui est 100% réaliste, qui n'a aucun élément fictif dedans, c'est complètement inspiré de son vécu, tout simplement, de son histoire, de sa vie, et je vous invite à aller voilà, checker si vous avez l'occasion de lire cette petite histoire, c'est très rapide, hein, mais si vous vous intéressez au travail de Mashima, c'est un peu déroutant de voir quelque chose qui n'a aucun élément fantastique, en fait, d'une certaine manière. C'est un peu déroutant, je vous avoue, mais c'est super intéressant. On est donc en 1998 lorsque Rave commence sa publication dans le Weekly Shonen Magazine, évidemment. Dans une interview donnée en 2010 à Manga News, Mashima explique son rapport à cette œuvre si particulière, qui est donc sa première véritable œuvre majeure. On lui demande comment est-ce qu'il a réussi à tenir en haleine aussi longtemps ses lecteurs. Et bien cela vient du fait qu'il ne s'est jamais lassé au cours de ses 35 tomes. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'il écrivait et inventait des histoires, et il pense même que cela s'est ressenti et que c'est ce qui a fait que les lecteurs sont restés fidèles à la série. Dès le début, Mashima il prend énormément de plaisir à dessiner. Il prend énormément de plaisir à inventer des histoires, à créer des personnages, et c'est aussi pour ça que Rave a une place si particulière dans son cœur, mais c'est aussi parce que évidemment c'est sa toute première œuvre majeure, mais c'est quelqu'un vraiment, je pense qu'on peut symboliser le personnage grâce à cette seule réponse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se donne à fond dans son travail, c'est quelqu'un qui est investi, quelqu'un qui est passionné et qui donne tout pour ses lecteurs, pour ses œuvres en fait. Et ça, c'est un petit peu sa ligne éditoriale concernant tout son travail, toute sa carrière en fait. D'ailleurs, lorsqu'on lui demande si la fin de sa série avait été imaginée à l'avance ou s'il a un petit peu fait au fur et à mesure, comme notamment dans Fairy Tail ça a été le cas, il explique que oui, totalement. Il avait prévu en fait depuis longtemps, mais il n'en avait pas parlé à son éditeur pour garder cela comme un véritable secret. Ok. Juste remettons les bases en place, l'éditeur est la personne qui doit valider toutes tes idées, tes storyboards, voilà, il doit tout valider pour qu'ensuite ça soit publié. Donc là, Hiro Mashima, il s'entend tellement bien avec l'éditeur qu'il est en mode « Écoute, j'ai peur que ça passe pas, du coup je vais le mettre devant le fait accompli. » C'est littéralement ce qu'il dit, en fait j'avais peur quand mon éditeur s'oppose à ce que je comptais faire, je voulais donc le mettre devant le fait accompli. Heureusement, il a soutenu et apprécié mes idées, mais heureusement, parce que mec, tu prends grave un risque, en fait, imagine, il te dit non. Et toi, t'es aussi loin dans l'histoire, t'as imaginé ce dénouement et ton éditeur te dit non, tu vois. Non, le mec a du culot, mais ça montre aussi qu'il s'entend, enfin qu'il a une très bonne relation avec son éditeur, qu'il a une bonne relation avec les gens avec lesquels il s'entoure, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vachement positif pour les œuvres de Mashima. La publication de Rave s'étend de 98 à 2005, mais il faut savoir qu'il n'a pas fait que ça, évidemment. Entre-temps, il a sorti un bon nombre de one-shots, de séries courtes, qu'on retrouve en 2003 au Japon sous forme de recueil qui s'appelle Mashima N. C'est donc un recueil de tous les one-shots, toutes les séries courtes qu'il a sorties entre 98 et le début des années 2000 en fait. On y retrouve évidemment Magician, son premier travail, mais également Fairy Tail, et pas que de fées Fairy Tail, mais conte de fées, T-A-L-E, et vous vous en doutez évidemment, c'est un des prémices, une sorte d'épisode pilote d'inspiration, de prémices de Fairy Tail qu'on connaît évidemment. Mais dans Mashima N, on retrouve également Kokona, Les Aventures de Plou, Bad Boy Song dont on parlait tout à l'heure, ainsi que Magic Party, Christmas Heart et Mixture. Et là, je m'adresse directement aux fans de Mashima. Si vous avez l'occasion de le lire, je vous invite fortement à le faire. C'est excellent pour voir d'où est-ce que Mashima part, tout simplement. On voit tellement des bases, en fait, vraiment des fondations de son travail. Tout se retrouve là-dedans. On voit toutes ses inspirations. Et c'est génial parce qu'en plus, il s'amuse énormément dedans, puisque c'est des histoires courtes. Il n'y a pas besoin non plus de tenir un scénario sur beaucoup de pages, etc. Donc, on sent qu'il s'amuse, on sent que ça le plaît, et en tant que fan de Mashima, moi j'ai trouvé ça génial, donc je vous invite, si vous avez l'occasion de lire. Alors il faut savoir qu'en France, Mashima N est sorti en 2 tomes en 2012 chez Pika. Malheureusement, il n'est plus édité aujourd'hui, il est très difficile à trouver, et de ce que j'ai compris sur le live de Pika récemment, ils n'ont pas prévu de le rééditer ou de le réimprimer incessamment sous peu. Donc on est un peu triste, hein, Pika, mais on peut comprendre que la nouveauté prime en fait par rapport aux séries qui sont déjà sorties. Ça, je peux totalement comprendre. Lorsque Rave approche de sa fin, Mashima pense à la suite. Ce qui est évident, on a dit que c'était un charbonneur. Donc le mec, il pense déjà à qu'est-ce qu'il va faire après. Et si cette aventure de 35 tomes s'était plutôt finie sur une note a priori sombre, il préfère partir cette fois-ci sur une aventure, un manga, un peu plus fun, un peu plus amusant,
avec Fairy Tail bien sûr. Alors, à noter quand même que juste avant que Fairy Tail ne débute, ou au moins en même temps que le début de la publication de Fairy Tail, il y a les 2 tomes de Monster Soul qui vont sortir entre 2006 et 2007, que vous connaissez sûrement puisque il a eu la chance d'être édité en France chez Pika, toujours. Voilà, Pika qui a la majorité des œuvres de Mashima en France et qui a sorti la majorité de ce qu'il a fait. Pas tout, évidemment, il y a quelques one-shots dont on va pas forcément s'attarder, qui sont pas sortis en France, mais tu peux retrouver la majorité des travaux de Mashima en France, et ça, c'est génial. Certaines séries de mangas sont inspirées par les choses les plus simples. Et c'est le cas de Fairy Tail, puisqu'ici, l'idée de départ de Mashima était tout simplement de s'inspirer d'une bande de potes qui se retrouvaient au bar pour boire un coup, pour socialiser tout simplement. Et c'est ça qui a en fait inspiré Fairy Tail, de créer cet endroit avec une ambiance, avec quelque chose de si particulier, ce lieu de rencontre, même si, on va pas se mentir, les bars, ça n'a rien à voir avec la magie, ça n'a rien à voir avec l'aventure, mais on voit bien la comparaison entre le lieu du bar et la guilde, tout simplement. En effet, les héros de Fairy Tail boivent un coup, mangent dans la salle principale de la guilde de Fairy Tail, où Mira Jane fait même office de barmaid d'une certaine manière. Donc voilà, il y a vraiment cette inspiration bar, lieu de rencontre surtout. Et même si la culture de la boisson, le côté tu vas te bourrer la gueule, c'est pas non plus le point de départ de Fairy Tail, ça a quand même contribué à créer une ambiance un peu, tu vois. Au début de Fairy Tail, on a vraiment ce côté, la guilde, c'est super important. C'est vraiment au cœur du récit. Et ça, vous allez le comprendre par la suite, parce qu'il y a des choses qui l'expliquent, mais la guilde, c'est le cœur de Fairy Tail. Enfin, de toute façon, Fairy Tail et la guilde, enfin, je veux dire, c'est indissociable les deux. On est donc face à un mangaka qui, comme beaucoup, met énormément de sa personnalité dans ses récits. Mais c'est surtout le cas de ses personnages, et voici donc comment il décrit le trio phare de Fairy Tail. Première chose, c'est que je pense que chaque personnage que je crée a un petit peu de moi, un petit peu de ma personnalité. Par exemple, Natsu, c'est moi quand j'étais petit. Je ressens qu'il y a une influence de ce que j'étais quand j'étais petit sur la personnalité de Natsu. Et Lucy, qui elle veut être romancière, c'est la partie un peu artiste que j'ai en moi qui s'exprime. Et parfois, je suis un peu comme Happy, j'ai juste envie d'être dans un coin, de rien faire et de rêvasser. Et pour l'anecdote, Mashima a une préférence pour l'arc de l'île de Tenro lorsqu'on lui demande son moment favori de cette série. Si l'histoire et les personnages sont des ingrédients essentiels pour faire une bonne œuvre, Mashima a décidé de prioriser ses personnages. C'est pour ça que j'aime autant Fairy Tail. Ces personnages ont une vraie profondeur, il y a une véritable évolution, et on sent que sans eux, il n'y a pas de récit en fait. C'est eux qui soutiennent, qui portent Fairy Tail, c'est à eux qu'on doit tout, c'est leurs relations, c'est leurs sentiments, leurs émotions qui fait absolument toute l'œuvre, et c'est pour ça qu'on s'attache autant à eux d'une certaine manière, parce que c'est tout simplement le point de départ de Fairy Tail. Et dans cette idée-là, ça me rappelle beaucoup une autre autrice, évidemment, Rumiko Takahashi, qui aussi a pour but, à cœur, de créer des personnages hauts en couleur, des personnages importants, des personnages qui vont soutenir le récit et qui vont être vraiment le point de départ de notre histoire. En parlant de personnages, mettons s'il vous plaît fin à ce débat concernant les protagonistes, en tout cas les personnages principaux de Fairy Tail, puisque Hiro Mashima considère autant Lucy que Natsu comme les héros de son histoire. Les personnages principaux de Fairy Tail, les héros, c'est Natsu et Lucy. Il y avait déjà beaucoup de garçons en fait dans la guilde, et je me suis dit que ce serait bien de mettre en avant aussi une jeune fille. Hiro Mashima est un des auteurs qui a donné le plus de place aux héroïnes féminines, aux personnages féminins tout simplement, et il expliquait en interview au Virgin Megastore des Champs-Élysées en 2010 les gars, parce que oui, Mashima est venu souvent en France, il expliquait que mettre des héroïnes au sein de ces récits et vraiment leur donner une place importante dans ces histoires était avant tout évidemment pour attirer un public féminin, alors qu'il était publié dans un magazine pour jeunes garçons, pour adolescents, et donc il voulait un petit peu plus féminiser son public. Et donc dans ses œuvres, on revoit souvent revenir des personnages féminins forts, vraiment des figures emblématiques, charismatiques. Notamment il parle de Erza comme étant inspirée de Jeanne d'Arc. Je pense qu'on a tous vu cette inspiration, qui est évidemment une inspiration très symbolique, donc c'est extrêmement fort comme symbole, et ça il explique très simplement en interview. C'est là aussi assez simple, je n'ai que des femmes fortes autour de moi.
Anecdote peut-être un petit peu plus sombre concernant les personnages de Fairy Tail, il faut savoir que le père de Hiro Mashima, c'était un artiste. Et malheureusement, il est décédé lorsque Hiro Mashima était très jeune. Et donc forcément, il a porté un petit peu ce poids-là sur ses épaules, de ne pas avoir de figure paternelle. Et c'est un fait qu'il a réutilisé dans ses shonen. Vous savez, dans les shonen, généralement, il y a ce fameux trope qui est devenu presque un running gag, du fait que nos personnages principaux, nos héros, n'ont pas de père, n'ont pas de figure parentale, maternelle, paternelle surtout, ou alors que les pères, c'est des connards, voilà. Mais ici, c'est vraiment beaucoup plus personnel pour Hiro Mashima, puisque on le voit dans Fairy Tail, dans Rave, et même dans Eden Zero, nos protagonistes n'ont pas de père, et ils ont des figures de remplacement, des figures de substitution paternelle, notamment dans Eden Zero, il y a toute cette famille de robots, par exemple, avec Shiki. Dans Fairy Tail, c'est évidemment Natsu qui a son père qui est un dragon, qui est Ignir, tout simplement, qui l'a élevé, qui est ce père de substitution, comme je disais. Et voilà pourquoi dans Fairy Tail, la guilde est aussi importante, c'est que selon moi, ma vision des choses, en fait, la guilde représente la famille de Natsu. Cette nouvelle famille qui s'est créée parce qu'il n'a pas eu de famille, tout simplement. Évidemment, ses origines sont restées mystérieuses à un très grand moment. Et maintenant, on comprend mieux, maintenant qu'on a fini le manga. Mais toute cette ambiance de guilde, tout ce côté partenaire, amitié, en fait, c'est un aspect très intrinsèque à Fairy Tail. C'est un aspect indissociable de Fairy Tail. Tout ce côté famille, grande famille. La guilde, c'est une grande famille. Ce sont des amis, certes, c'est des gens que tu as rencontrés, mais en fait, c'est devenu tes frères et tes sœurs, tu vois. Pas de sang, mais de cœur, d'une certaine manière. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète. On est toujours dans la publication de Fairy Tail, entre 2008 et 2009, et Mashima se lance dans un nouveau projet qui n'est pas une œuvre complètement originale de lui, mais qui est une œuvre adaptée d'un jeu vidéo, Monster Hunter Orage. Alors, ce qui a été difficile pour lui, c'est de partir d'un lore déjà existant, d'un monde avec des éléments qui sont déjà mis en place, et donc il va devoir les respecter. Il peut pas faire complètement ce qu'il veut. Bon, on va le voir par la suite, même s'il va devoir beaucoup s'imprégner de l'univers, s'imprégner du monde, des personnages, etc. qui existent déjà, il va avoir un petit peu carte blanche par la suite pour remanier un peu le scénario à sa sauce, puisque, comme je le disais, il a une très bonne relation avec ses éditeurs, très bonne relation avec les gens qui l'entourent dans ce milieu éditorial, donc il a entre guillemets cette chance de pouvoir un peu avoir carte blanche. Mashima, je vous le disais tout à l'heure, il est très influencé par des univers magiques, fantastiques, notamment c'est un très grand joueur de JRPG, de RPG en général, mais également il est très fan de la saga du Seigneur des Anneaux, je pense que ça se ressent, voilà, tout cet univers un peu médiéval fantastique, et il s'inspire des livres qu'il lit, des films, des jeux vidéo auxquels il joue, bref, de toute cette geek pop culture, d'une certaine manière, c'est vraiment... En fait, c'est un passionné avant tout, Mashima, c'est ce que je vous disais, c'est qu'avant tout, il puise son inspiration dans tous les trucs qu'il consomme et dans toutes ses passions. Si Fairy Tail se finit en 2017, il faut savoir qu'à partir de 2014, il y a pas mal de spin-off de la série qui vont commencer à voir le jour. Entre 2014 et 2015 est publié notamment Fairy Tail Zero. はい、フェアリーテールゼロはですね、フェアリーテールの創世記をどうしても書きたいという思いから、作りました。本来なら、創世記の話というのは、初めの頃は考えてなくてですね、マカロフというギルドマスターの若かりしの話をいつかやろうと思ってたんですけども、それを飛び越えて、創世記の話を書きたいと思った理由は、やっぱりストーリーが長くなっているので、一旦読者にフェアリーテールの最初というものを見てほしかったという思いが強かったから。Et en 2016, les lecteurs découvrent Fairy Tail S, qui sont en fait deux œuvres qui vont être complètement imaginées et dessinées par Hiro Mashima. Ce sont des spin-offs, tout ce qui est de plus officiel, tu vois. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres qui vont voir le jour, qui vont plutôt être coécrites, voire complètement dérivées de sa série principale Fairy Tail. Je pense notamment à Tale of Fairy Tail, Ice Trail. C'est ultra chiant à dire. Il y a aussi Fairy Girls ainsi que City Hero, qui sont du coup des œuvres originales de Ryu Watanabe, de Kenshiro Sakamoto, ainsi que de Ushio Ando, dans cet ordre-là. Des mangas du coup sur lesquels Hiro Mashima n'a pas réellement travaillé, il a plus fait un travail de supervision. 僕は監修と言いまして、それぞれの作家さんが、書いてきたネームコンテみたいなものですね。そのネームを僕はチェックしています。なので、私からこういう話をやってくださいみたいな要望は出してます。
Après la fin de Fairy Tail, Hiro Mashima est devenu ultra populaire, niveau mondial, niveau planétaire, niveau intergalactique, oui, les extraterrestres l'adorent également. Et donc, il se met évidemment la pression pour satisfaire ses fans. Enfin, plus que d'habitude, puisque c'est déjà le cas. Ainsi, il publie sur Twitter qu'il promet à ses fans de faire une nouvelle série en 2018. En fait, il voit ça un peu comme un challenge. Cette nouvelle série s'annonce être une autre forme de fantasy, dans laquelle on va revoir Plou, un de ses tout premiers personnages. En mai 2018, il écrit sur Twitter qu'il est un peu confus en ce moment par tous les projets sur lesquels il travaille. C'est-à-dire que d'un côté, on a Eden Zero, qui commence à arriver, et il travaille également sur la suite de Fairy Tail, la quête des 100 ans, et également sur un projet secret. Projet secret qui probablement est son travail sur la série Dragon Quest. Il faut savoir que c'est un très très grand fan de Dragon Quest et il a eu l'occasion de créer un one-shot autour qui s'appelle Dragon Quest 9 Estozoku Tachi no Banka. Jugez mon accent japonais sur 20. On est proche de -3, voilà. Et donc, c'est une des raisons qui fait que c'est un des mangaka les plus productifs du game, en fait. Le mec est une machine. Il travaille donc sur ces 3 projets en même temps. À côté, et par la suite, il va aussi travailler sur la conception d'un jeu vidéo, la supervision de ses propres jeux, parce qu'il y a eu un jeu Eden Zero, notamment récemment sur mobile, qui était pas ouf, on va pas se mentir. Mais là, récemment, il y a aussi un autre jeu Fairy Tail qui est sorti, et pareil, il supervise un petit peu de loin. Et également, il travaille sur la réalisation de certains films, tu vois. Le mec est une machine, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est un goat, quoi. Et arrive donc, en 2018 toujours, Fairy Tail, la quête des 100 ans. Même si de nombreux spin-offs ont vu le jour entre le début de Fairy Tail et maintenant, ce n'est qu'en 2018, donc en vérité 1 an après la fin de Fairy Tail, qu'une suite officielle arrive réellement. Et c'est le directeur éditorial de Pika, Mehdi Benrabah, qui nous en parle. C'est un auteur qui, je pense, aimerait avoir plusieurs vies, avoir des doubles, des clones. Il ne s'arrête pour pouvoir... jamais. Voilà, il ne s'arrête jamais. Tu parlais de Fairy Tail, il n'avait pas tout raconté sur Fairy Tail, mais il a quand même délégué le dessin de Fairy Tail Underdark Quest. Ça reste la suite de Fairy Tail. Mais il n'empêche que le scénario et le storyboard, c'est lui qui le signe. Cependant, Fairy Tail 100 Years Quest fait partie des œuvres coécrites par Mashima avec du coup un autre auteur. On retrouve donc Atsuo Ueda au dessin, ce qui fait qu'il y a certaines particularités du dessin. L'identité graphique est un petit peu différente. Je pense que les vrais fans qui ont lu toutes ces œuvres là remarquent qu'il y a des différences et que c'est pas exactement Mashima sur tous les trucs. Lui il supervise, il donne le storyboard et l'histoire, voilà, le scénario, mais le dessin c'est pas lui qui s'en occupe. Et ça c'est bon, malgré tout ça reste très fidèle parce que Atsuo Ueda c'est un très très grand fan de Mashima et il est vraiment, il reste quand même dans l'esprit Fairy Tail, dans l'esprit de Mashima tout simplement, mais on voit quelques différences qui parfois à l'œil sont un peu désagréables. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous pensez pas ça, j'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires. Récemment, c'est Gates of Nightmare qu'on a vu arriver chez nous en France, chez Pika, et il y a une très jolie anecdote derrière, comme nous l'explique Mehdi Benrabah. Et là, pour Gate of Nightmares, je pense qu'il s'est fait vraiment un kiff. Un kiff en 2 tomes. Il faut savoir que c'est un auteur très fan de jeux vidéo, et notamment des jeux vidéo Square Enix. Donc c'est l'occasion de faire une collaboration avec la boîte, quoi. Avec le développeur Square Enix, parce que il est fan de Dragon Quest. Je pense que ça se ressent dans son univers. Ça se ressent depuis longtemps. Ça se ressent depuis longtemps, voilà. Je pense que tu es une lectrice avertie de Mashima et ça transpirait vraiment dans ses titres. Et là, ce titre-là, ce manga est intéressant parce qu'il a vraiment conçu, main dans la main avec Square Enix. Il a développé le chara design, il a développé, comment dirais-je, tout le world building, le creature design. Il a tout fait avec ce développeur et donc je pense que c'est un rêve qu'il a réalisé, tout comme Square Enix là avait le meilleur chara designer possible, je pense, pour cette série. Enfin, Dead Rock est sa série la plus actuelle, toujours en cours et qui débarque dans quelques jours chez Pika, au mois de mai du coup. Et qui de mieux que l'auteur lui-même pour vous expliquer de quoi ça parle. 皆さんこんにちは。今回はですね、僕の最新作デッドロックが、フランスで発売されるということでですね、今回はね学園ダークファンタジーとなっております。今までね僕ずっと学校生活を舞台にした漫画を描きたいなと思ってて、今回はそれが叶いました。皆さんの想像する学校とちょっと違うかもしれないんですけど、魔界にある魔王を、養成する学校です。ここで、主人公の、ヤクトたちがね学園生活を送りながら宿敵である
神と呼ばれるね校長を倒す、そういった物語になっております。そうですね、今までの僕の作品と比べるとちょっとダークな感じだったりだとか、残虐な表現があったりしてね、フェアリーテールとかのファンはちょっとびっくりするかもしれないんですけど、とてもね楽しい作品になっておりますので、ぜひ皆さん楽しんでください。いつもねフェアリーテールをはじめ、僕の作品を、たくさん読んでくれてありがとうございます。これからもね、たくさん面白い作品書いていきますので、これからも応援よろしくお願いします。真島ひろでした。バイバイ。Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en fait, Mashima, il est tellement ouvert, il a tellement une ouverture d'esprit qu'il accepte des trucs que d'autres auteurs n'auraient jamais accepté, en fait, tout simplement. Et donc, en live, le directeur éditorial de Pika disait, bah, littéralement, ce genre de choses, on peut pas le faire avec tous les auteurs. En fait, nous, on lui a proposé un peu comme ça, parce qu'on s'est dit, ça peut être cool, mais on pensait même pas qu'il allait accepter. Et en fait, il l'a fait de bon cœur, avec une énergie de ouf, avec une spontanéité de ouf, et il est fidèle à lui-même, et c'est ça qu'on kiffe, tu vois, il nous fait rire, il est drôle. Et ça, c'est vraiment tout Mashima, quoi. Alors, évidemment, j'ai pas cité toutes ces séries, toutes ces œuvres, puisqu'il faut savoir qu'il y a bon nombre de one-shots et de séries courtes qui sont sorties, mais pas forcément en France déjà. Et puis, j'ai quand même essayé de faire un travail de synthèse sur ces grosses œuvres majeures, celles qui sont les plus intéressantes, tout simplement. Hiro Mashima, c'est un auteur qui est globalement très apprécié, dont les mangas se vendent très très bien, au Japon notamment, mais surtout en hexagone aussi, hein, puisque la dernière stat que j'ai pu trouver, c'est 14 millions d'exemplaires vendus rien que pour la série Fairy Tail et ses spin-offs, donc sans compter Rave et tout les séries courtes et les one-shots à côté, vraiment juste Fairy Tail et ses one-shots, et c'est juste énorme. Et voici sa réponse lorsqu'on lui demande, selon lui, qu'est-ce qui explique en fait le succès mais planétaire de Fairy Tail à travers le monde. 運が良かったとしか言いようがないのもありますし、あと本当フェアリーテールがすごい無国籍の漫画なので、あまり国境も感じどの国っていう特定の国を感じさせない漫画なので、どの国の人も読みやすいのかなとは思ってますね。基本はやっぱねそのヨーロッパなんですけど、どこかアメリカ的であったりとか、日本的な部分、アジア的なテイストっていうのをたくさん取り入れてるので、本当にどの国の人が読んでも Cependant, je pense que vous l'avez vu venir, il y a une ombre qui plane sur ses œuvres et notamment sur Fairy Tail en France. Mashima expliquait un petit peu naïvement en 2016 que ses dessins, parfois très suggestifs, n'étaient pas forcément ultra appréciés à travers le monde, mais qu'en France, ça allait parce qu'on était cool. フランスのファンは寛大なんですけど、 あまりやりすぎると他の国のファンに怒られたりします。 Mais le problème, c'est que bon, en France, ça va, vous êtes très ouvert, mais dans les autres pays, souvent, quand j'en mets un peu trop, je me fais engueuler. Donc. Eh bien non, malheureusement, Mashima Sensei, ça ne fonctionne pas non plus ici en France. Le plus gros reproche que les gens font à Fairy Tail, et notamment plus largement Fairy Tail Eden Zero, enfin aux œuvres de Mashima, c'est le fanservice. Même en France, et oui. Enfin surtout en France en fait. Et Mashima ne s'en est jamais caché, il aime dessiner des femmes avec des formes, il aime dessiner des garçons torse nu, dans des positions un petit peu, voilà, suggestives, avec des looks aussi, parce que c'est quelqu'un qui adore changer de costume, il aime pas la routine, donc en fait il change tout le temps de costume à ses personnages. Le meilleur exemple, c'est Erza, tu vois, qui a je sais pas combien de tenues différentes, et moi j'adore, tu vois, en plus niveau vente, niveau marketing, c'est excellent de faire ça juste sur mon jeu gacha. Imagine le nombre de personnages que je vais pouvoir invoquer juste sous la bannière Erza, tellement elle a différentes armures, enfin c'est juste, il est trop fort, même marketingment parlant, il est trop fort. Mais c'est vrai que voilà, les personnages masculins, notamment Grey qui se déshabille tous les 3-4 épisodes, c'est pas forcément ce qui est dérangeant, j'ai l'impression, les gens ne crachent pas dessus, la majorité des gens crachent sur le fait de voir des filles dans des positions un peu suggestives, en maillot de bain, etc. etc. Ça pose problème en France, et ça revient souvent, notamment j'ai été surprise de voir le nombre de personnes qui n'ont pas fini Fairy Tail, ou qui n'ont même pas entamé Eden Zero, tout ça à cause du fanservice. Car c'était tellement dérangeant pour eux, tellement présent, qu'ils ne pouvaient pas continuer. Ça les dérangeait dans leur lecture et dans la suite du récit. Moi, personnellement, je pense que vous le savez, j'ai jamais été dérangée par ça. En fait, des fois, quand je vois les retours des gens sur les réseaux sociaux, je me dis, mais attends, mais il y a vraiment autant de fanservice que ça pour que les gens soient autant dérangés, parce que... Après, je pense que c'est aussi, ça dépend de l'âge à laquelle tu as lu Fairy Tail, tu vois, ou même Eden Zero, mais
jamais été dérangée par des filles bien gaulées ou des mecs bien collés, quoi, tu vois. Après, bon, je peux comprendre que ça dérange, tu vois, je suis pas du tout contre et tout, je comprends, mais c'est vraiment le reproche qu'on fait majoritairement à Hiro Mashima, c'est ce côté, il dessine la main dans le pantalon. Non, il y en a qui dessinent vraiment pire que ça, hein. Il y a vraiment des choses, j'ai un auteur en tête, là, tu vois, Boshi, pardon, là, tu vois, pour moi, c'est pire. Bon. Pour en revenir à ça, il faut savoir par contre que le fanservice n'a pas toujours été présent dans les œuvres de Hiro Mashima. Notamment, il est arrivé très tard dans Rave. Hein, vraiment, si vous lisez Rave, il n'y a quasiment pas de fanservice. Et c'est pour une raison que je pense vous doutez maintenant, les lecteurs le demandaient. Et oui, et Hiro Mashima, c'est quelqu'un qui écoute ses lecteurs. Voilà le petit hic. Lorsqu'il commence Fairy Tail, lui, il n'est pas forcément dans une optique de faire des personnages fanservice, de montrer, de mettre en avant des poitrines, des torse nus, des nanani, des nanana, mais force est de constater que ses lecteurs, ils ont ça à cœur, en fait. Ils veulent le voir, tu vois. Ça, c'est ce qu'on peut lire à la fin du tome 25 de Rave, où littéralement il se met à blaguer sur le fanservice qui, à l'époque, est en fait inexistant chez lui, hein, tout simplement. Il ne fait pas du tout ça. Et j'ai trouvé ça super drôle parce que vraiment, on sent que le mec est un peu forcé de faire ce genre de scène parce que, entre guillemets, voilà, les lecteurs le demandent et puis éditorialement parlant, ça fera plus vendre, etc. etc. Donc, en fait, Mashima, il est un peu forcé à introduire du fanservice et j'imagine que par la suite, il a pris du plaisir à dessiner ça, tu vois. Non, vous ne rêvez pas. On reproche à Mashima de dessiner de la même manière à travers ses différents mangas. Bon, en soi, si vous êtes un lecteur plutôt casu, qui enchaîne les œuvres, par exemple la fin de Fairy Tail et Eden Zero, je peux comprendre que ça soit dérangeant. Je peux comprendre que vous soyez en mode « Oh là là, c'est chiant, on voit à peu près les mêmes visages, les mêmes styles de personnages, etc. » Bon, moi, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé de voir Erzi et Justice dans Eden Zero. Voilà. Mais je peux comprendre, maintenant, je trouve qu'il y a des choses, c'est un peu de mauvaise foi, tu vois. Rebecca, elle ressemble trop à Lucie. Non. Non. Écoute, non. Stop. Là, tu vois. J'ai pas d'autres réponses là. Mais je peux vous assurer que le Boog sait faire autre chose et cette vidéo postée sur sa propre chaîne YouTube en est le témoin puisque là il essaye en fait de dessiner avec un style différent et il réussit, c'est très joli. Moi je préfère son style de base, je sais que d'autres ça leur fera plaisir, mais voilà c'est juste pour vous prouver que le mec sait faire autre chose, c'est juste que son style fonctionne, pourquoi il ferait autre chose en fait. Et puis lisez Rave quoi. Enfin si vraiment c'est un truc qui vous saoule chez Hiro Mashima, lisez Rave parce que certes on voit sa patte, on voit son style, on est au tout début de son style graphique, donc c'est un peu brouillon, il y a certaines choses, c'est pas ultra bien dessiné. Mais si vraiment ça vous saoule son chara-design, bah Rave, arrêtez avec la perso s'il vous plaît, je parle. Rave pour le coup a un style vachement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui avec Eden Zero, avec, j'allais dire la Fairy Tail la quête des 100 ans, mais du coup non, parce que c'est pas lui qui le dessine, mais la fin de Fairy Tail par exemple. C'est assez différent, moi je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à Rave si vraiment vous trouvez que ça se ressemble trop, mais au moins pour vous faire une idée de ce qu'il peut faire, ce qu'il a pu faire par le passé en fait. Mashima N par exemple, très très bien pour voir un petit peu son style. Moi j'adore les deux, que ce soit son style un peu ancien, son style maintenant, et je trouve qu'il y a une véritable lisibilité dans ces mangas dû au fait que niveau chara-design il est ultra concis, ultra clair et enfin voilà c'est super digeste quoi. Voilà. Bon, disons-le direct, c'est un des reproches avec lesquels j'ai le plus de mal, le fameux pouvoir de l'amitié. Pourquoi car en fait pour moi, c'est une interprétation personnelle, si on s'intéresse un petit peu au lore de Fairy Tail, ce pouvoir de l'amitié fait sens. Dans le sens où on se rend compte que c'est une notion qui fait partie intégrante du récit de Fairy Tail. Pourquoi ? Parce que la magie dans Fairy Tail est intimement liée aux sentiments, aux relations entre les personnages et à leurs émotions. C'est-à-dire que, en fait, Mashima il prend le concept simple de se dire que si toi t'es là, tu vois tes amis se faire humilier devant toi, tu vois ta mère se faire décapiter, tu vois des trucs horribles de gens à qui tu tiens en fait, il leur arrive des choses horribles, bah forcément, tu vas avoir la rage, tu vas avoir la haine, tu vas avoir envie d'en découdre, et forcément, entre guillemets, ta puissance va être décuplée. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est ça le pouvoir de l'amitié à la Mashima, c'est-à-dire que tes sentiments,
te booste, que ce soit négativement ou positivement, et les deux ont été traités dans Fairy Tail. Ça veut dire qu'il y a des fois où t'as des personnages qui pètent un câble et qui font des choses mais atroces, ou que des fois ils se contrôlent plus, tu vois. Et d'un autre côté, ça leur permet aussi de vaincre un ennemi qui pensait imbattable, parce que derrière, bah, il a fait une chose horrible qui les a tellement mis dans un état de rage, dans un état de vraiment de colère intense, qu'ils arrivent à se dépasser et à vraiment se donner à 1000%. Tu vois, c'est comme si ce côté émotion, pouvoir de l'amitié, brisait une limite que sans ça, tu ne pouvais pas, en fait, avoir. Tu ne pouvais pas atteindre. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque à Fairy Tail, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de Fairy Tail, et moi, je le comprends comme ça. Maintenant, si vous le comprenez pas comme ça, vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je le redis, moi, je suis totalement consciente que ça peut saouler des gens. Même moi, hein, des fois, ça m'a saoulé de me dire, bah, purée, là, en vrai, il devrait plus se faire tabasser, ou il devrait perdre ce combat, ou je sais pas quoi, parce que je me dis, bah, c'est un peu trop facile. Maintenant, c'est quand même un manga qui s'adresse à des adolescents, où peut-être qu'il n'y a pas autant de subtilité que vous aimeriez avoir, qu'on aimerait avoir, et il y a des choses qui sont dites de manière explicite, et c'est ok, tu vois, c'est ok. Moi, c'est pas un truc qui m'a fait... je sais pas, soupirer devant Fairy Tail, ou c'est pas un truc qui m'a fait arrêter mon visionnage. Je sais que d'autres, c'est le cas, mais... même si je comprends que ça peut être le cas, je pense aussi qu'il faut relativiser et qu'il faut comprendre que c'est pas forcément négatif ce pouvoir de l'amitié, et je pense qu'il est réel, il existe. En fait, il y a toujours une raison qui nous pousse à aller plus loin, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu l'as en tête et tu te rends compte que, ok, là, il me reste 10 derniers kilomètres, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus, je suis en PLS, mais il faut que j'y arrive, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse parce que j'ai pas le choix, parce qu'il faut que je rende fier mes parents, parce qu'il faut que j'aille au bout, il faut que, tu vois, et tu te donnes des raisons. Et en fait, pour moi, c'est ça un peu le pouvoir de l'amitié, c'est que tu te persuades que tu as besoin de ça, tu as besoin d'une justification pour pouvoir aller au bout de cette quête, au bout de cette mission, et tabasser ton ennemi au bout de la route, tu vois. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas si je suis très claire, mais pour moi, c'est un peu similaire. Le concept qu'il a utilisé dans Fairy Tail, c'est un peu la même chose, la même idée. On est sur le même principe. Voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez dans les commentaires, on en débattra, ça peut être super intéressant. Et moi, c'est vraiment mon point de vue sur Fairy Tail. Sachant que le fameux pouvoir de l'amitié est utilisé dans bien d'autres shonen mainstream, One Piece, Naruto, Bleach, notamment le fameux Talk no Jutsu, où tu as des personnages, nos héros, qui vont aller parler à leurs ennemis, à leurs adversaires, et qui vont, entre guillemets, réussir à leur faire un peu changer d'avis, leur dire... au final, c'est moi, je suis le méchant, je devrais pas, j'ai fait des choses horribles, hein, tout ça, et qui au final retournent un peu leur veste, tu vois. Jusqu'à présent, en tout cas, avant que je commence Fairy Tail, dans beaucoup de mangas destinés aux adolescents, dans les shonen mangas, on voyait souvent le schéma où le héros avait quelques copains, il se battait contre des ennemis très forts, et les ennemis très forts venaient ses copains et rentraient dans sa bande. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer de proposer quelque chose de différent, c'est-à-dire pas partir de deux personnes avec un groupe qui s'épaissit, mais d'avoir dès le départ un groupe existant, qui existe dans un monde de défis. On fait pas tout un plat quand c'est dans Naruto qui parle avec Pain, en fait. Et donc voilà, bon. Parenthèse fermée, vous comprenez bien que c'est un truc que j'aime pas trop, mais je peux comprendre quand même que ça saoule. En réalité, si le concept y pose autant de problèmes, c'est surtout parce que les lecteurs, une partie de la communauté, a l'impression qu'il n'y a pas de réelles conséquences pour nos protagonistes, qu'il n'y a pas de réel danger, notamment dû au fait qu'il n'y a pas assez de morts majeures et impactantes. En effet, si Rave avait pris un chemin un peu plus sombre, les fans étaient assez surpris de voir que certaines morts n'étaient pas forcément complètement assumées dans son œuvre suivante, Fairy Tail. Une fan a notamment posé la question à l'auteur en convention et j'ai trouvé sa réponse extrêmement intéressante. En fait, les chapitres dans lesquels les personnages meurent sont des chapitres qui rencontrent un très gros succès auprès des lecteurs, étonnamment. À l'époque de Rave, j'étais encore un auteur débutant, donc c'était un artifice que j'utilisais pour plaire aux lecteurs. J'en ai pas eu moins besoin pour Fairy Tail. Il y avait une forme de challenge de ma part, à savoir me dire, bon, je savais que, j'espérais en tout cas avoir progressé dans la manière d'exprimer. Et donc, de fait, je voulais éviter d'utiliser ces artifices pour me tester moi-même auprès des lecteurs. En réalité, c'est comme si, pour lui, faire mourir un personnage était un trope de facilité. C'était la facilité, en fait ça permettait de faire des vues, de faire des stats, voilà, d'engager un public et tout, mais que du coup il voulait réussir sans ça, en
en fait. Il voulait réussir à se challenger et à prouver qu'il n'a pas besoin de tuer des personnages pour tenir en haleine un public, pour réussir à accrocher des gens. Et en vrai, ça a quand même fonctionné parce que Fairy Tail a été suivi par des millions et des millions de gens à travers le monde. Mis à part toutes ces polémiques, toutes ces petites controverses, d'une certaine manière, Mashima est quand même un auteur qui est assez apprécié. Et en fait, même s'il a une très grosse hater base, il a aussi une très grosse fanbase. Et c'est super important parce que moi, je suis très longtemps restée dans ce miasme de hater. Tu vois, il y a un moment sur les réseaux sociaux où tous les influenceurs, tout ça, crachaient assez gratuitement sur Fairy Tail, un peu de nulle part. C'était devenu le bouc émissaire. C'est-à-dire que tous les autres shonen étaient clean à côté, et que Fairy Tail, lui, c'était vraiment le vilain petit canard. Tout le monde lui reprochait tout et n'importe quoi. On se défoulait dessus, c'était le punching ball, en fait. Et depuis quelques temps, notamment avec, alors c'est interprétation personnelle encore, avec l'arrivée de la méta React, des influenceurs React, il y a pas mal d'influenceurs qui ont en fait découvert Fairy Tail entre 2022, 2024, 2023, et en fait qui avaient dans la tête que c'était nul. Tu vois, tout le monde leur disait c'est naze, tu vas pas aimer, machin, c'est nul, ça a plein de défauts, et nanani, et nanana. Et en fait, je pense que aussi grâce à ça, d'une certaine manière, à cause ou grâce à ça, quand ils ont regardé, découvert en live, réagi aux épisodes, et ben ils ont apprécié. Ils ont apprécié, ils trouvaient pas forcément que ça soit nul ou que ça soit... Voilà, ils trouvaient que c'était un peu abusé. Et on repart un petit peu dans un cycle où Mashima est un peu, on lui lâche un peu les bottes, Fairy Tail on lâche un peu les bottes aussi à cette œuvre et on commence à juste apprécier et être en mode bah Fairy Tail il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas et c'est ok, tu vois. Mais c'est vrai que, on va pas se mentir, il y a une époque où je pense que si vous êtes fan de Fairy Tail, peut-être vous aurez le même feeling que moi, mais on a dû se justifier pendant tellement longtemps d'aimer Fairy Tail. Parce que Fairy Tail c'est pour les gosses, parce que Fairy Tail c'est pas bien, parce qu'il y a du fanservice, parce que c'est pour les gamins, parce que qu'il y a du Touhou no Jutsu, il y a du pouvoir de l'amitié, il y a aucune mort, et nanani, et nanana, et le dernier arc il est nul, et nanani, et nanana. Bref, on a dû tout le temps trouver des arguments et des contre-arguments pour dire ok t'as pas aimé ça, mais ça c'est super cool, ça remonte grave le niveau, ok t'aimes pas ce personnage, mais regarde comment ce personnage il level up de ouf et tout. Et en fait on a dû tellement tout le temps se justifier d'aimer Fairy Tail, tu vois. Moi quand on me disait mais comment... Moi, quand on me disait, mais pourquoi t'aimes Fairy Tail, c'est nul et tout, je disais, mais en fait, j'ai le droit d'aimer ce que je veux, genre. On a dû se justifier, beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle méta, où on a un petit peu moins, on a un petit peu moins besoin de se justifier, et on est un peu mieux dans nos baskets, en mode, on aime Fairy Tail, il y a des gens qui aiment Fairy Tail, il y a des gens qui aiment pas, et c'est ok. Et voilà, on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait Hiro Mashima? Ce qui m'a donné, entre autres, envie de faire cette vidéo, même si j'avais envie de la faire depuis très longtemps, c'est la récente actualité, l'immense actualité autour de cet auteur. Accrochez-vous bien, il y a énormément de choses. Rave a été réédité récemment en édition tome double chez Glénat. J'en ai d'ailleurs fait une petite vidéo découverte juste avant celle-ci, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. On a également Gates of Nightmare qui est sorti récemment chez Pika et Dead Rock qui sort dans quelques jours chez Pika également. Et ils ont aussi annoncé la réimpression de Monster Soul et de Monster Hunter Orage. Et ça fait très plaisir, même si on aimerait aussi Mashima N. Côté animé, la saison 3 de Eden Zero a également été annoncée, pour l'instant sans date, mais elle va arriver, ça c'est très sympa. Et on a également la suite de Fairy Tail tant attendue après, ça s'est fini en quoi, 2019 ? Après 5 ans sans avoir de nouvelles de Fairy Tail en animé, ça revient avec la quête des 100 ans et j'ai juste beaucoup trop hâte, ça arrive cet été en plus. Franchement, s'il y a bien un truc pour lequel je veux faire de la react, c'est ça. Fairy Tail, enfin je veux dire, quoi d'autre en fait? Quoi d'autre? La vérité, quoi d'autre? Et également côté gaming, il y a eu un jeu Eden Zero sur mobile qui a pas forcément de ouf fonctionné, mais surtout un jeu gacha Fairy Tail, enfin digne de ce nom, qui vient de débarquer il y a genre 1 mois ou 2 sur mobile, auquel je joue et que je trouve juste génial. C'est trop bien. Comme je disais plus tôt, Mashima c'est un auteur qui touche à tout. Au-delà du manga, il s'exporte aussi dans le jeu vidéo. Il a tenté, du moins il essaye, de faire son propre jeu vidéo. C'est super intéressant, je suis tombée sur 7 articles qui en parlaient notamment, où en fait il faisait, je sais pas si c'était des lives ou des vidéos, où en fait il apprenait à utiliser les moteurs de construction de jeux vidéo, notamment Unreal Engine 5. Je sais pas comment ça s'appelle, désolée, je m'y connais pas trop. Mais en gros, c'est des moteurs qui te permettent de construire un univers de jeux vidéo, de construire... Voilà, un jeu vidéo, de construire des personnages, etc. Différents mécanismes, etc. Donc, c'est super intéressant. C'est un mec qui, en plus de tout ce qu'il a à faire sur ses mangas, arrive à trouver du temps pour jouer et pour créer des jeux.
Voilà, c'est Mashima. Lors de sa conférence en 2018 à Angoulême, il s'exprime notamment sur la réalisation du film Dragon Cry, donc Fairy Tail, et pour lui ça a été un véritable challenge, parce qu'à cette époque il était encore sur Fairy Tail, encore en train d'écrire, d'imaginer un scénario et tout, et en fait il a été très investi dans le film Dragon Cry. Ça a été un challenge, mais ça ne l'empêche pas de vouloir réitérer l'expérience. Alors, vous en doutez, faire un storyboard d'un film en même temps que dessiner une série à un rythme hebdomadaire, c'est un truc vraiment compliqué. Si aujourd'hui on me proposait de refaire ce même type de travail sur un film, j'aimerais que ce soit sur une histoire totalement inédite en fait. Mais il faut savoir, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, qu'il est également youtubeur. Oui, oui, Mashima a une chaîne YouTube de plus de 157 000 abonnés. C'est un véritable influenceur et dans ses vidéos, il s'amuse. Parce qu'on a une vidéo où il donne des cours de dessin, une autre où il fait un micro-trottoir de cosplayers qui portent les cosplays de ses propres œuvres, Fairy Tail, Rave et tout. On a aussi des vidéos où il prank ses fans, en mode il arrive chez eux, tu vois. Enfin, il fait tellement de choses entre YouTube et même s'il est plus trop actif depuis une année, ça fait une année qu'il a rien posté sur YouTube, il est surtout très actif sur Twitter en space. Il fait des spaces extrêmement régulièrement et comme vous le savez, on ne parle pas japonais, peut-être vous le parlez, moi je parle pas japonais, et on a la chance d'avoir certaines personnes qui traduisent absolument tous les spaces. Alors généralement c'est en anglais, vous avez aussi la chance parfois de le trouver en français, mais généralement c'est en anglais, et là-dedans il se livre, il fait des lives, il parle de lui quoi. Je vous le dis, Mashima est un putain d'influenceur. C'est un créateur de contenu, au-delà de faire du manga, il fait du jeu vidéo, mais il fait aussi des films, mais il fait aussi de la création de contenu YouTube, mais il fait aussi des micro-trottoirs, mais il fait aussi des spaces Twitter avec d'autres auteurs parfois, il dessine et... C'est une machine, le mec. Je sais pas comment vous le dire autrement. Je pense que vous l'aurez compris avec cette vidéo. C'est une putain de machine. Et j'ai été très contente de vous faire cette vidéo. On va s'arrêter là, je pense, parce que ça fait une bonne heure que je tourne. Je ne sais pas combien de temps on va faire cette vidéo, mais je pense beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment pris un malin plaisir à faire cette vidéo. Je l'ai kiffé. J'en suis très contente. Malgré tout, je tiens quand même à le préciser, j'ai pas pu parler de tout. Il y a plein de choses que j'ai dû skipper, notamment, je vous le disais dans la vidéo Rave, toutes ces post-faces. Enfin, en fait, en plus de toutes ces post-faces, de tous ces mangas où il raconte sa vie, donc il y a plein d'anecdotes encore à choper là-dedans, tous les spaces Twitter, toutes les vidéos YouTube, etc., il y a plein d'infos à aller choper et je peux pas tout mettre dans cette vidéo, sinon ça ferait 42 heures. Voilà. Bref, c'en est fini de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est vrai que je le dis pas souvent. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos également. Et on se retrouve très vite, probablement dans 2 semaines pour une autre vidéo. Je pense qu'on va rester sur un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, ça me convient plutôt bien. On verra si j'arrive à m'y tenir, parce que bon, on a la réouverture du Manga Café qui arrive, et on va essayer aussi de continuer les vidéos sur la chaîne à 2. Donc bref, je parle trop, je raconte trop ma vie. Je vous mettrai toutes les sources de cette vidéo en description, interview, articles, vidéos, ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!